La bourse de Bruxelles, j'avoue que je m'y connais pas hyper bien. Colruyt, AB InBev, Solvay, ING, c'est pas tellement sexy. Je trouve qu'en termes d'innovation, on n'est pas sur des sociétés qui sont dans les prémices de quelque chose. Ils sont pas dans saisir ce qui commence. Ils sont un peu les sociétés que je considère un peu du passé. Ce que m'évoque la bourse de Bruxelles, en termes d'affect, c'est juste rien. Les entreprises les plus attrayantes ne sont pas à Bruxelles. Ce sont des valeurs qui sont là déjà depuis longtemps, qui n'ont plus une marge de croissance incroyable. On les connaît, il n'y a plus vraiment de surprise en fait. Bonjour, c'est Bruno Ravescott. Vous écoutez Tracker, le podcast de l'Écho qui éclaire les nouveaux investisseurs. Avec la pandémie, le confinement et surtout la forte correction des marchés au début 2020, de nombreux particuliers ont flairé une bonne opportunité pour tenter leur chance en bourse. Des investisseurs débutants, souvent plus jeunes, nous en avons invité quelques-uns à la rédaction de l'Écho pour mieux les cerner. Qui sont-ils ? Dans quoi ils investissent ? Pourquoi et comment ? Après l'affaire GameStop, le Bitcoin, la Big Tech et l'investissement durable, nous avons décidé de consacrer ce dernier épisode à la bourse de Bruxelles. Et force est de constater quel manque d'attractivité auprès de nos nouveaux investisseurs qui pointent surtout un manque de dynamisme et l'absence de noms qui font rêver. Ce peu d'attrait pour la bourse de Bruxelles est-il justifié ? C'est ce que nous allons demander à Michel Ernst. Cet analyste de la banque CBC connaît bien la place financière bruxelloise. Il fait d'ailleurs partie de ceux qui ont participé à la confection de l'indice Belvinte il y a tout juste 30 ans. Nous avons pris rendez-vous avec lui au siège de CBC à Namur, au bord de la Meuse. Bonjour, Bruno Ravescott du journal L'Écho. Je viens voir Michel Ernst. Je vais vous offrir un regard. Nous voilà parqués. Bonjour Michel. Comment ça va ? Il vous a installé ici, donc voilà, ou bien ça peut être ici, ou ça peut être dans le hall, ça peut être... Honnêtement, on peut dire que la bourse de Bruxelles est moins dynamique que les autres bourses, notamment et en particulier les bourses américaines, voire de plus en plus, par exemple, les bourses chinoises. Mais en fait, je pense que plus qu'un manque de dynamisme, en fait, c'est surtout un manque de valeur technologique. En Europe, en Belgique, il y a beaucoup moins de valeur technologique qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, d'ailleurs, c'est simple. Le S&P 500, l'indice vedette, qui reprend les 500 plus grandes sociétés cotées sur la bourse américaine. Si vous prenez le top 5-10, vous avez Apple, Microsoft, Facebook, etc. Vous avez des tas de grosses boîtes techno. Si on regarde en Europe, par exemple, je dis souvent, la première société la plus importante cotée en Europe, c'est LVMH, une société de luxe. Et si, je dis, par jeu, je demande à quelqu'un de me citer 10 valeurs techno européennes, après 4-5, on commence à caler. On a SAP, on a SML, on a ST Microelectronics. Le Belvinte est finalement quelque part un bel indice, je dirais quand même. Il y a des atouts, il y a des belles sociétés, mais le Belvinte est très peu technologique par rapport aux indices américains ou chinois, par exemple, pour ne prendre que cet exemple-là, voire même par rapport aux grands indices européens. Dans le Belvinte, il y aura Melexis, c'est la seule. Et encore, Melexis aura un poids dans le Belvinte qui n'est pas du tout celui d'AB InBev ou des autres sociétés. Donc, le poids technologique, le poids du secteur technologique est extrêmement réduit sur le Belvinte. Un secteur fait tout de même parler de la bourse de Bruxelles bien au-delà de nos frontières. Il s'agit du secteur biotech. La biotech est même parfois, on dit, une sorte de spécialité belge. Je me souviens que quelquefois, il y a tellement de sociétés en développement, tellement d'intérêt pour ce secteur en Belgique, qu'on a parfois dit qu'on pourrait presque créer en Belgique, en fait, une biotech valley, comme il y a le Silicon Valley aux États-Unis. Effectivement, par rapport d'ailleurs à la taille de notre pays, par rapport à la taille des marchés financiers, effectivement, la biotech est extrêmement bien représentée sur la bourse de Bruxelles, et notamment dans le Belvinte, avec deux grands noms, qui sont respectivement Argenix et Galapagos. Deux, d'ailleurs, j'oserais dire, c'est deux des plus grosses sociétés biotech européennes en termes de taille, en termes de capitalisation boursière, et aussi, je dirais, ce qui est assez remarquable, parce que c'est un secteur où, je dirais, quelque part, les patrons des biotech courent toujours après le capital, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une biotech
au départ, n'a pas de revenus ou quasiment pas de revenus, donc ils vivent sur leur capital. Donc le capital, la réserve de trésorerie est extrêmement précieuse. Et justement, Argenix et Galapagos, c'est une société hollandaise, on y reviendra, mais qui est cotée à Bruxelles. Argenix et Galapagos, dans le secteur biotech, sont parmi les mieux dotés en Europe. Ils ont plusieurs milliards de trésorerie, ce qui est assez exceptionnel. L'évolution très contrastée de Galapagos et Argenix ces derniers mois incite toutefois à la prudence. Il s'agit en effet d'un secteur risqué qui nécessite de connaître les spécificités de chaque acteur, comme leur trésorerie, mais aussi leur pipeline, c'est-à-dire l'ensemble des produits en développement. L'évolution des deux biotech vedettes de Bruxelles et qui se retrouvent dans le MEL 20 est complètement divergente en 2020. C'est le grand écart. C'est le grand écart parce que d'un côté, vous avez Argenix qui a continué à afficher des belles performances parce que le pipeline de produits qu'il développe se portait très bien, était en phase avec les attentes. Et puis, vous avez eu inversement Galapagos qui a annoncé coup sur coup 2 très mauvaises nouvelles sur son pipeline, de très mauvaises nouvelles en plus sur 2 des produits le plus en développement, en phase 3. Et donc, ça a été une dégringolade terrible. Et donc, si on regarde les graphes, oui, les cours d'Argenix et de Galapagos se sont complètement écartés il y a quelques mois. C'est très binaire. Je compare souvent les biotech un peu au sport extrême. Il nous faut, le faire que vraiment si on est, convaincu et si on a suffisamment, d'une part d'expérience ou de courage pour investir, sachant que ça peut aller dans tous les sens. Trésorerie et pipeline sont indubitablement les 2 facteurs les plus importants. Idéalement, il faut qu'une biotech ait une plateforme de développement de produits révolutionnaires, c'est un peu le cas d'Argenix, qui développe en fait des produits innovants sur base en fait d'anticorps de lama, si on veut synthétiser. Donc il faut d'une part avoir idéalement une plateforme révolutionnaire avec un pipeline suffisamment étendu, idéalement aussi avec des produits en différentes phases de développement, parce que dans les biotech ou la pharma, il y a les phases précliniques, phase 1, phase 2, phase 3, avec chacune probabilité de développement qui génère ou pas des valorisations. Donc oui, idéalement, il faut un pipeline révolutionnaire, un bon développement de ce pipeline, et puis évidemment une trésorerie qui permette, selon l'expression, de tenir le coup tant que la société n'a pas de produit commercialisable. J'oserais absolument pas dire que la bourse de Bruxelles est poussiéreuse. La bourse de Bruxelles, ça m'évoque quoi ? Ça m'évoque un effort à faire dans la parité homme-femme, l'égalité des genres. Je pense que pour le moment, les femmes sont très peu présentes en bourse, autant du côté des entreprises cotées en bourse que du côté des femmes qui vont investir. La bourse de Bruxelles, on va dire c'est moins sexy que les bourses américaines quand même. Voilà. Mais c'est très intéressant parce qu'on ne doit pas payer de frais de change, donc ça change tout. Même si elles ne font pas rêver de prime abord, les sociétés immobilières de la Bourse de Bruxelles méritent également le détour. C'est l'un des domaines de prédilection de Yuri Huygens, analyste pour l'hebdomadaire L'Investisseur. Il suit de très près ces valeurs, comme d'autres d'ailleurs, sur la place financière bruxelloise. Ses bureaux sont situés juste à côté des nôtres, sur le site de Tour et Taxi, L'Investisseur faisant aussi partie de Mediafin, la maison mère du journal L'Écho. En Belgique, le Belge a une brique dans le ventre. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter un deuxième appartement à la mer ou en Ardennes. Mais si vous voulez malgré tout investir dans l'immobilier, vous pouvez le faire au travers justement de ces CIR, donc ces sociétés immobilières réglementées. Alors le gros avantage en fait d'une CIR, c'est qu'elle ne paye pas d'impôt de société, mais elle doit pour cela répondre à certaines règles, donc notamment ne pas avoir un taux d'endettement supérieur à 65%. Elle doit distribuer 80% de son résultat courant sous forme de dividendes. Donc en fait un actionnaire est sûr d'avoir chaque année un dividende, et en plus une CIR doit être suffisamment diversifiée. Donc, on va dire qu'un bâtiment ne peut pas représenter plus de 20% en fait, du portefeuille immobilier total. Et donc, en fait, en gros, une CIR, c'est quoi ? C'est un groupe qui possède des bâtiments et qui les loue, c'est tout. On va dire qu'à Bruxelles, il y a aussi les promoteurs immobiliers. Donc, les promoteurs immobiliers du genre Athénor, Immobel, VGP. Leur business model est différent chez eux. C'est simplement le fait de construire un bâtiment, trouver un locataire et ensuite vendre le bâtiment. Et donc, les résultats d'un promoteur immobilier sont nettement plus volatiles que les résultats d'une CIR.
Les CIR et promoteurs immobiliers ont toutefois chacun leur propre spécialité. Un élément crucial à prendre en compte car c'est aussi de cette manière que l'on peut s'exposer à des thématiques en phase avec l'évolution de la société. Les CIR et les promoteurs immobiliers sont généralement spécialisés dans un sous-segment donc de l'immobilier. On va dire qu'il y a 5 sous-segments. Donc il y a effectivement les maisons de repos, il y a les bureaux, il y a les magasins, les entrepôts, et puis il y a naturellement une CIR spécialisée donc dans les cotes d'étudiants. Alors, ce qui est important lorsque l'on décide d'investir dans une CIR, c'est naturellement de savoir dans quel sous-segment la CIR est présente, parce qu'on a bien vu ces 2 dernières années que les CIR présentes dans les maisons de repos ou dans les entrepôts ont la cote, alors que les CIR présentes dans les magasins et les bureaux ont nettement moins la cote. C'est pas naturellement un secret. Le télétravail n'est pas bénéfique pour les CIR présentes dans les bureaux. Et le fait d'avoir dû fermer tous ces magasins en 2020 en raison de Covid n'a pas été de nature positive pour les CIR présentes dans les magasins. On peut, au travers de CIR, investir donc dans des secteurs qui ont le vent en poupe, comme l'e-commerce. Donc, il y a deux noms bien connus, donc VDP et Montea, donc qui sont donc 2 CIR présentes dans les entrepôts. Et donc, une bonne partie des locataires, au fait, de ces entrepôts sont justement des grands groupes du e-commerce. Et de l'autre côté, si on prend justement les promoteurs immobiliers, le promoteur immobilier qui marche le mieux pour le moment en bourse, c'est justement VGP, au fait, qui construit des centaines d'entrepôts aussi bien en Allemagne, en Europe centrale. Et donc, on peut vraiment jouer la carte du e-commerce au travers d'entreprises comme VDP, Montea et VGP. En parenthèse, ce sont aussi 3 groupes qui profitent justement du fait qu'elles sont bien valorisées pour justement faire appel aux actionnaires, et donc elles réalisent très très souvent en fait des augmentations de capital, ce qui fait que leur croissance s'accélère. Autre secteur qui mérite le détour à Bruxelles, c'est celui des holdings, ces entreprises qui investissent dans d'autres sociétés, cotées ou non. Le holding, c'est une forme d'investissement qui est très belge. On va dire qu'aujourd'hui, sur la centaine de valeurs qui sont cotées à Bruxelles, il y a encore une bonne dizaine de holdings. Il y en avait bien plus il y a on va dire une décennie. Mais c'est une forme d'investissement qui a la cote auprès des investisseurs. Pourquoi ? Parce qu'au travers d'un holding, on peut acheter donc un portefeuille diversifié. Un point qui est très important lorsque l'on achète un holding, c'est de se dire, soit j'achète un holding avec des participations transparentes, connues, ou bien j'achète un holding présent dans ce qu'on appelle le private equity, donc ce sont des entreprises non cotées. Alors généralement, en fait, un holding qui est investi dans des entreprises, on va dire, transparentes, cotées, un peu du style GBL. Ce sont des holdings qui ont moins la cote auprès des investisseurs parce que on sait très bien dans quoi ils sont investis. Alors que si on prend justement donc des holdings du genre Sofina, en fait Sofina est un holding qui a la cote maintenant depuis facilement 3-4 ans. Pourquoi ? Parce que justement Sofina est passé d'entreprises traditionnelles style Danone, Colruyt et tout ça. Allez, Sofina est passé de ces valeurs-là à des entreprises dans le secteur du e-commerce, de l'enseignement en ligne. Sofina met surtout l'accent sur l'Asie aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est un portefeuille d'entreprises non cotées que Sofina doit naturellement valoriser d'une manière ou d'une autre. Généralement, on le fait de façon prudente, mais lorsque finalement Sofina décide d'introduire en bourse ces différentes participations non cotées, il s'avère que la valeur réelle de ces entreprises est bien supérieure à ce qui est mis dans les comptes. Parmi les pépites détenues par Sofina, on a notamment un groupe, on va dire un groupe anglais, The Hut Group, qui est rentré en bourse en 2020. C'était même la plus grosse IPO, donc la plus grosse introduction en bourse à Londres. On parlait là d'environ 8 milliards, donc on va dire libellé en euros, donc 8 milliards d'euros. Et Sofina a aujourd'hui 9% de cette société. Et il faut dire que ce que Sofina a mis initialement dans ce groupe, c'était plusieurs centaines de millions, et aujourd'hui, elle en dégage bien plus.
Des exemples qui pourraient bien inspirer nos nouveaux investisseurs, c'est du moins ce qu'espère Yuri Huygens. Il y a plus de 300 milliards d'euros qui traînent sur les carnets d'épargne en Belgique et ça ne rapporte rien. Et donc, en fait, les gens ont bien pris conscience que pour faire fructifier cet argent, on doit aller vers d'autres classes d'actifs. On peut naturellement s'orienter vers l'immobilier, mais on peut aussi naturellement acheter un portefeuille d'actions. Et donc, ce qui serait bien aujourd'hui, naturellement, c'est que ces nouveaux investisseurs ne considèrent pas la bourse comme étant un jeu, mais c'est surtout un endroit où on peut se dire, tiens, voilà, je deviens copropriétaire d'une entreprise. Et il y a vraiment encore de belles affaires à réaliser à la bourse de Bruxelles. On ne peut être que positif de cet engouement pour la bourse, en règle générale, parce que ce n'est pas le monde politique qui nous aide dans cette démarche-là, quoi. Avec tous ces nouveaux investisseurs, imaginons que toute cette manne d'argent qui traîne sur les carnets d'épargne arriver en bourse d'une manière ou d'une autre, ça permettrait naturellement à beaucoup d'entreprises justement de pouvoir faire appel à tous ces capitaux parce que beaucoup d'entreprises malheureusement n'obtiennent pas les crédits qu'il faut auprès des banques et donc le rôle d'un actionnaire, d'un investisseur, c'est justement de participer justement donc à la croissance de ces différentes sociétés. Et là de rien, 300 milliards d'euros, c'est vraiment beaucoup d'argent parce que la valeur, par exemple, la valeur boursière de tout le Bel 20, c'est une histoire de 200 milliards. Donc c'est vous dire que 300 milliards peut vraiment aider en fait la bourse de Bruxelles. Nos nouveaux investisseurs auraient sans aucun doute à gagner de s'intéresser davantage à la bourse de Bruxelles, ne fût-ce qu'en complément de leurs investissements plus risqués. On ne pense pas vraiment ici au secteur biotech qui requiert une certaine prudence, comme l'a indiqué Michel Ernst de CBC, mais plutôt à certaines sociétés immobilières qui permettent de s'assurer un rendement certes moins élevé, mais beaucoup plus sûr, comme l'a souligné Yuri Huygens de l'investisseur, des valeurs très précieuses dans un portefeuille d'investissement, à l'image également des holdings qui peuvent cacher de belles surprises. Ces sociétés permettent de miser sur des thématiques sans doute plus sexy que leur nom, et on ne vous a même pas parlé ici de sociétés comme Umicore qui permet comme Melexis de surfer sur la vague des voitures électriques. Ce dernier épisode permettra peut-être de réveiller l'intérêt de certains investisseurs pour les sociétés belges cotées. N'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir les 4 premiers épisodes de cette série, sans oublier les lexiques audio de notre journaliste Salim Nesba afin d'en connaître davantage sur la bourse. C'était Bruno Ravescott pour Tracker, un podcast de l'écho réalisé par Nicolas Boudou et préparé avec Salim Nesba et Nicolas Becquet. Le 4 mars dans l'écho. Les placements verts, de plus en plus rentables et de plus en plus maîtrisés. 5 secondes. Après 5 secondes, Philippe a arrêté de lire l'écho pour repenser sa stratégie d'investissement. À l'écho, c'est ce type de déclic que nous voulons provoquer. Que vous nous lisiez en entier ou que vous vous arrêtiez après 5 secondes, prenez de l'avance. L'écho.